Alors aujourd'hui, je vais donner la deuxième partie de la solution de l'examen. Cet examen que vous voyez ici, la deuxième partie, c'est l'exercice numéro 2. Voici cet exercice. Alors, on se donne un espace vectoriel normé et on définit le dual du dual, qui s'appelle le bidual. Pour x appartenant à E, on définit cette application g de x qui, à f, un élément du dual, associe gx de f qui est f de x. Alors, dans la première question, montrer que g de x est linéaire, continu et calculer sa norme. Autrement dit, montrer que g de x est un élément du dual de E', c'est-à-dire un élément du bidual. Nous allons voir la solution. Alors, je rappelle que ce sont des questions de cours. Tout a été fait dans le cours. On demande simplement de refaire ce qui a été fait dans le cours. Alors, pour x, un élément non nul, cette application g de x, c'est la fonction nulle. Et l'application nulle, en effet, si x égale 0, gx de f, c'est f de 0, donc c'est nul, puisque f est un élément de E', il est linéaire, f de 0 égale 0. Par conséquent, si x égale 0, g de 0, c'est 0. Alors, on se focalise sur x non nul, et nous allons montrer que g de x est linéaire. Alors, le fait qu'il soit non nul va nous aider à montrer d'une manière quelle est la norme, que la norme est égale à la norme de x. Et d'ailleurs, cette propriété, la norme de gx égale la norme de x, d'ailleurs, c'est vrai même si x égale 0. Alors, la linéarité. Donc, je prends deux éléments du dual E' et un lambda dans C. G de x de f plus lambda h, par définition, c'est cette fonction, cette application, cette forme linéaire, f plus lambda h, appliquée à x. Et d'après la définition des applications, donc c'est f de x plus lambda h de x. Et donc c'est gx de f plus lambda gx de h. Le g, c'est juste une notation, ce n'est pas un gx, ça veut dire cette application qui est définie ici. Ah, gx de f, c'est f de x, juste une notation. C'est pourquoi j'ai utilisé f et h pour la linéarité et non pas f de g, comme on a l'habitude de le faire pour ne pas le confondre avec cette notation g. Donc la linéarité, très simple. D'ailleurs, dans le cours, j'ai écrit, elle est évidente, elle est tellement évidente. Alors, gx est linéaire de E' vers C, et elle est continue puisque le module de l'image, gx de f, pour un élément quelconque de E', est égal à f de x, et d'après la linéarité d'un élément de E' et la continuité, vous avez ceci est inférieur à la norme de f au sens des formes linéaires, donc dans l'espace L de E vers C, que multiplier la norme de x dans E. Et ceci montre donc que cette application qui est linéaire, qui vérifie cette propriété, est donc continue et sa norme est inférieure à norme de x. Voilà. Donc on a la continuité. Alors pour montrer que la norme, on en déduit d'ailleurs que la norme, j'ai dit norme de g de x est inférieure à norme de x. Pour avoir l'égalité, il suffit, on peut le faire de deux manières. Nous avons vu un corollaire du théorème de Banach, que pour x non nul, il existe phi appartenant à E', tel que norme de phi égale 1 et phi de x égale norme de x précisément. Pour un x non nul fixé, il existe phi appartenant à E', tel que phi de x égale norme de x et norme de phi égale 1. L'un des corollaires les plus importants dans le théorème de Banach. D'ailleurs, je vais, dans la description, vous laisser le lien sur le cours que j'ai donné sur le théorème de Banach pour voir toutes ces propriétés-là. D'ailleurs, ce corollaire en particulier. Alors maintenant, appliquons la définition de la norme. La norme de cette application linéaire
de E' vers C. Sa norme, c'est le sup de la norme de l'image, et la norme de l'image, c'est la norme dans C, c'est le module. Donc G de X de F, lorsque F parcourt la sphère unité de E', c'est-à-dire norme de F égale 1. Mais G de X de F, alors là, j'ai fait une petite... Non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça, la définition. Alors, parmi ces F, il y a ce phi, parce que c'est un élément de la sphère. Donc, puisqu'on a ici le sup, il est supérieur à Gx de phi. Et Gx de phi, c'est phi de x. G de x de phi en module, c'est module de phi de x, qui est égal à norme de x. Parce que phi de x est égal à la norme de x. Donc, si vous mettez le module d'un norme positif, ça vous donne norme de x. Et par conséquent, maintenant, on obtient donc norme de g de x est supérieure ou égale à norme de x. Et on a l'inégalité réciproque à cette inégalité, d'où l'égalité. Norme de g de x égale à norme de x. Alors, dans la suite, ce g de x, on va le noter j, grand J de x. Nous allons définir une application grand J qui a un x dont E associe cette application petit j indice x. Cette application sera notée j de x. Alors, je vous ai dit qu'on peut trouver ça. Tout ça est dans le cours. Tout ça est dans le cours. On peut montrer ceci par ce fameux résultat. Alors moi, ce résultat, il me plaît beaucoup puisqu'il vous donne la norme à partir des formes linéaires. Alors, si E est un espace vectoriel normé sur R ou C, pour un X appartenant à E, la norme de X, c'est le sup des modules des L de X ou L sur toutes les formes linéaires L sur E, c'est-à-dire les éléments du dual topologique, forme linéaire continue, dont la norme est inférieure ou égale à 1. On peut se contenter aussi de la norme égale, dont la norme est inférieure ou égale à 1. Ça, c'est un théorème que nous avons dans le cours. Je vais vous laisser la description pour voir donc la vidéo sur ce cours-là. Alors maintenant, appliquons ceci. Là, c'est la définition de norme de G de X. C'est le sup des modules des images, puisque les images sont en C, donc leur norme, c'est le module. On l'a déjà fait ici, hein, regardez, on l'a déjà écrit. Donc ici, voilà, ici j'ai écrit F égale à 1, mais on peut aussi dire c'est le sup sur la boule unité fermée. C'est ou sur la sphère ou bien sur la boule unité. Donc ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Donc moi j'ai choisi comme ça dans la boule unité fermée, où F est un élément donc, de prime de la boule unité fermée. Mais Gx de F, par définition, c'est F de X. Donc, c'est égal à ça. Or, d'après ce théorème, ce résultat-là, on peut dire que c'est un théorème, ben, il suffit de remplacer L par F, il veut dire la même chose. C'est norme de X. Voilà donc l'égalité. Et voilà, évidemment, moi, si quelqu'un le démontre de cette manière, tant mieux, sinon de l'autre manière, c'est très bien, l'une ou l'autre. D'ailleurs, dans un examen, ne donnez jamais deux réponses différentes. Ici, je ne fais pas un examen. Ici, je suis en train d'expliquer et d'enseigner. Bon, alors, maintenant, revenons à la question numéro 3. Non, pardon, la question numéro 2. Question numéro 2. On n'a pas encore fait la question numéro 2. Alors voilà ce dont je vais vous parler tout à l'heure. On définit cette application grand J de E vers le dual, le bidual. Maintenant que nous savons que G de X est un élément du bidual pour un X fixé, alors pour chaque X, j'associe cet élément et je vais l'appeler Gx, G de X, J de X. Il est petit j, indice X, je l'appelle grand J de X. Alors, comment est défini ce grand J de X de F? Comment il est défini? Jx de F, puisque c'est un élément du bidual, c'est-à-dire le dual du dual. Donc, il s'applique sur les formes linéaires de E'.
est égal par g de x. C'est quoi g de x? On a vu que g de x de f, c'est f de x. Donc, est égal à f de x lui aussi. Voilà. J de petit x appliqué à f égale f de x, quel que soit f appartenant au dual. Tout est expliqué. Juste ce G indice x, je l'appelle maintenant J de x. Alors, on suppose que J est surjective. Ce J est surjectif. Montrer, c'est-à-dire tout élément du bidual s'exprime sous cette manière, est un J d'un certain X, qui est une propriété très importante. On suppose donc que J est surjectif, montrer que J est un isomorphisme isométrique de E sur le bidual E second. Alors, on va le démontrer. L'application J, grand J, va de E vers le bidual, comme on l'a expliqué ainsi. On suppose que J est surjectif. Et nous allons montrer que J est un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. D'abord, la linéarité. Dans le cours, j'ai dit qu'elle est évidente, et d'ailleurs, elle est évidente. Alors, prenez un X dans E quelconque, un Y quelconque dans E, un lambda dans C quelconque, et quel que soit F appartenant à prime, sur lequel je vais appliquer ces applications. Alors, grand J de X plus lambda Y de F, par définition, regardez ce que j'ai écrit en rouge ici. Donc, c'est égal à F, petit f, de ce X plus lambda Y. Et comme F est linéaire, puisqu'il est dans E', le dual topologique de E, alors c'est F de X plus lambda F de Y. Et F de X, c'est J de X de F, et là, lambda J de Y de F. D'après la définition des applications, donc je peux grouper ça. Donc c'est cette application J de X plus lambda J de Y que appliquée à F. Regardez, identifiez ceci, quel que soit F, donc on a l'égalité, cette égalité, qui résume la linéarité. La linéarité, quel que soit X, donc, quel que soit Y dans Y, quel que soit lambda appartenant à C. Il y a certains qui font alpha X plus bêta Y, mais vous pouvez vous contenter simplement de lambda, soit Y ici ou bien lambda X, et vous avez la linéarité aussi. Voilà, donc on a J est linéaire. Alors elle est continue. Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure dans la question numéro 1, la norme de G indice X, qui est maintenant, on l'appelle J de X, c'est norme de X. Ceci montre à la fois que J est continu. Hein? Dans la continuité, il suffit d'avoir inférieur à grand 1 fois norme de X. Ici, vous avez l'égalité. Et même, vous avez l'égalité et la norme est égale à 1. Et vous avez l'isométrie, parce que cette application grand J conserve la norme. Et bien sûr, elle est injective parce que si elle est linéaire, grand J, si J de X égale 0, alors norme de X égale 0, et par conséquent, X égale 0. Donc, cette égalité très importante implique les trois propriétés en même temps. L'isométrie, parce que conservation de la norme, l'injectivité est claire si J de X égale 0, X égale 0, et la continuité, et même la norme est égale à 1 de cette application J. Alors, puisque J est surjectif, alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une application qui est continue, injective et surjective, surjective par hypothèse. Donc, elle est bijective, isométrique. Qu'est-ce qui lui manque pour être un isomorphisme? L'isomorphisme, rappelez-vous, je dis toujours, isomorphisme, c'est l'application est linéaire, continue, et sa réciproque, bijective, d'ailleurs, bijective. Alors, puisqu'elle est bijective, il existe J-1 et continue. Mais ici, vous avez
Si vous avez j de x égale x, vous aurez j-1 de y égale ln de y, et donc c'est une isométrie. Et elle est continue, j-1. Ceci résume la continuité dans les deux sens. On conclut donc que J est un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. Regardez, souvent on dit c'est une injection de E dans F. Mais là, puisque c'est une surjection, on dit sur le dual et pas dans le dual. E vers, même dire E vers le dual, c'est plus précis de dire E sur on. D'ailleurs, en anglais, quand on dit application on, ça veut dire surjectif. Voilà, donc on a bien J est un isomorphisme isométrique de E sur le bidual. Alors, de cette propriété, je vais donner tout à l'heure une remarque. E est un EVN, espace vectoriel normé quelconque. Si J est surjectif, il est isométrique à E, au dual. Et le dual, c'est quoi? C'est L de E vers C. L de E vers C. Vers C, les nombres complexes. L de E vers C. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans le cours que lorsque vous avez l'ensemble des formes linéaires continues de E vers un espace vectoriel normé F, ici c'est C, si F est Banach, alors cet espace est aussi un Banach. Ici C, évidemment, il est complet, c'est un Banach, et du coup, le L de EC, alors ici le bidual, c'est L de E', C. C est un Banach. Donc, je rappelle, j'ai dit que L d'un espace E vers F est un Banach si F est Banach, même si E n'est pas un Banach. Ici, ce qui joue le rôle de E, c'est E', et de F, c'est C. Alors ça, c'est un Banach parce que C est un Banach. Et du coup, donc, le bidual ou le dual, c'est toujours un Banach. Et puisqu'il est isométrique à E sera aussi un Banach, est un Banach. Attention, si J est surjectif. Alors maintenant, si J est surjectif, elle va avoir un nom. On va dire quelque chose. Troisièmement, donner la définition d'un espace réflexif. C'est le cours. Le cours. La définition d'un espace réflexif. Question numéro 3. Soit un EVN sur C. On dit que E est réflexif si cette application J est surjective. Voilà. Et donc maintenant, tout de suite, si J est réflexif, cette application J est automatiquement un isomorphisme isométrique. Et par conséquent, E est un Banach, comme je viens de l'expliquer il y a un instant. Si E est un espace normé réflexif, alors E est un espace de Banach. En effet, si E est réflexif, E est isomorphe au bidual, et le bidual ou le dual de n'importe quel VN, le dual topologique d'ailleurs, est un EVN qui est complet, c'est un Banach. Par conséquent, si E est réflexif, alors c'est un Banach. Alors, cette remarque, je le fais parce qu'elle va nous servir dans la suite. Tout ça, c'est dans le cours. Cet exercice, tout ce qu'il y a ici a été fait dans le cours. Donc, voilà la définition de réflexif. J de E égale le bidual. J est surjectif, comme vous voulez. Quatrième question. Donnez un exemple d'espace réflexif de dimension finie. Dans le cours, j'ai dit que les espaces de Hilbert sont des espaces réflexifs. Et ici, je demande un espace, donner un exemple de dimension infinie. Alors, pourquoi je dis dimension infinie? Parce que tous les espaces, tous les EVN de dimension finie sont réflexifs. Un espace de dimension finie
est réflexive. Ça aussi, c'est une propriété que nous avons vue dans le cours et que nous avons démontré. Et d'ailleurs, dans la dernière version du cours, j'ai démontré aussi que tout Hilbert est un réflexif. Et donc, voilà l'exemple qu'il faut donner. Il faut donner un espace de dimension infinie. Alors, quel espace de dimension infinie que nous utilisons le plus et qui est très connu de Hilbert de dimension infinie? C'est l'espace L2 des suites de nombres de carrés sommables, c'est-à-dire les suites qui vérifient cette propriété-là, munies de son produit scalaire habituel, ce produit scalaire que vous voyez. Donc, L2 est un espace de Hilbert, donc réflexif. Voilà l'exemple. Et alors, un exemple de réflexif, on l'a donné, on demande aussi un espace qui n'est pas réflexif. Et vous comprenez tout de suite qu'il faut donner un espace de dimension infinie, parce que je viens de dire que tous les espaces, et nous avons vu que tous les espaces de dimension infinie sont réflexifs. Alors il faut choisir, il faut trouver un exemple. Et dans l'examen, je n'ai pas donné au hasard, regardez dans l'exercice 4 qui va venir. Soit l'espace X des fonctions, des applications continues de 0, 1 vers R, etc., muni de deux normes. On rappelle que X, norme l'infini, est un Banach. Montrer que norme l'infini et norme l'infini sont comparables, mais ils ne sont pas équivalentes. Alors cet espace, déjà, c'est un espace de dimension infinie parce qu'il contient deux normes non équivalentes. Et si vous continuez, vous allez conclure que pour cette norme, il n'est pas Banach. Donc, automatiquement, il n'est pas réflexif. Parce que je viens de dire, dans la remarque, exercice numéro 4, si un espace est réflexif, alors il est Banach. Alors donc, d'après cette propriété-là, dans l'exercice numéro 2, je demande de donner des exemples, sans trop entrer dans les détails. Si vous me dites un espace de Hilbert est réflexif, voilà. Si vous donnez cet espace-là, parce qu'il n'est pas de Banach, à cause de ses propriétés, que vu en travaux dirigés dans le cours, et maintenant nous la revoyons, cette propriété-là, alors ça c'est un exemple. Donc je crois que j'ai répondu à la question numéro 5, je vais juste lire ce que j'ai écrit. Question numéro 5. Alors l'espace C01 R des fonctions continues de 0,1 vers R est un espace de dimension infinie. J'ai expliqué parce qu'il contient deux nombres qui ne sont pas équivalentes. Voilà, je vais voir aussi l'exercice 4. Et c'est vu dans les travaux dirigés et même dans le cours. Bon. Or, X norme l'infini est un espace de Banach, c'est écrit dans le texte. D'ailleurs, quand vous faites un examen, il faut toujours lire le texte, une première lecture du premier exercice jusqu'au dernier, pour voir si vous avez la possibilité de faire un exercice facilement et donc gagner du temps, au lieu de sécher sur une question et passer 3 quarts d'heure sur une question et après le temps va vous manquer. Donc, cet espace est Banach et par un corollaire du théorème d'isomorphisme de Banach, X norme 1 n'est pas un Banach parce que ces deux normes ne sont pas équivalentes. Donc, si elles ne sont pas équivalentes alors qu'elles sont comparables, eh bien, l'un des deux n'est pas un Banach, et puisque celui-là est un Banach, donc l'autre n'est pas un Banach. Et nous l'avons vu dans les travaux dirigés. Bon. Comme il n'est pas de Banach, d'après la remarque que j'ai faite ici, si E est un espace réflexif, alors c'est un Banach. Donc, voilà l'espace qu'il faut donner, cet espace-là. D'ailleurs, il y en a d'autres, mais moi, celui-là qui n'est pas un Banach. On peut donner aussi l'espace C00 des suites ayant un nombre fini de termes non nuls, c'est un espace de dimension infinie qui n'est pas complet, on l'a étudié plusieurs fois. C00, le sous-espace de L2. Bon, la question numéro 6. Alors maintenant, nous introduisons cette notion. On dira qu'une suite est faiblement de Cauchy si pour tout f de xn est de Cauchy. Nous avons défini ce que c'est que converge faiblement. Converge faiblement, ça veut dire pour tout de suite. On dit qu'elle est converge faiblement, c'est pour tout de suite xn
f de x, xn converge faiblement vers quelque chose, vers x, si pour toute f appartenant à E', f de xn converge vers f de x. Ici, on définit Cauchy faiblement. Et ensuite, et de Cauchy faiblement, c'est pour tout f de E', f de xn est de Cauchy. Bon, mais ça ne nous donne aucun renseignement sur la limite, parce que elle converge puisqu'elle est de Cauchy dans C. Mais peut-être celle-ci va converger vers f de x, et g de xn, un autre g de f va converger vers g de x', ou un g de a, etc. Donc, on est... Alors, nous allons voir que dans le cas où est réflexif, si une suite est de Cauchy faiblement, notation FC, faiblement de Cauchy, il y a équivalence entre suite FC et suite qui convergent faiblement. Bon, alors, la première question dans cette notion montrait que si xn converge faiblement, alors elle est faiblement de Cauchy. Mais c'est évident, si elle converge faiblement, ça veut dire que f de xn converge vers f de x pour un x donné, pour tout f dans E'. Donc, f de xn est de Cauchy. C'est clair, cette question. Pas la louper, celle-là. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Si la suite xn converge faiblement dans E, alors pour tout f, la suite f de xn, d'abord, il existe un certain x tel que f de xn converge vers f de x pour tout f de E'. Donc, f de xn est de Cauchy, parce qu'elle est convergente dans C. Voilà. Alors ça, c'est la réciproque qui n'est pas évidente. Et c'est la question la plus difficile dans cet exercice. Montrer que si E est réflexif, c'est pourquoi on a fait cette introduction sur les espaces réflexifs, pour au moins faire deux questions, l'une qui est très facile, évidente même, et l'autre, évidemment, il faut bien parfois qu'il y ait une question pour distinguer les gens. N'oubliez pas que c'est un examen de rattrapage. Bon, alors si E est réflexif, tout de suite qui est FC, c'est-à-dire converge faiblement de Cauchy, alors elle converge faiblement. Et pour cela, nous utiliserons le théorème de Banach-Steinhaus dans une version améliorée, parce que le théorème de Banach-Steinhaus, je l'ai présenté sous deux formes. La première, principale, et puis un corollaire. C'est ce corollaire que je vais utiliser. D'ailleurs, je vais l'énoncer ici pour le rappeler. Alors, on suppose donc que xn est fc, c'est-à-dire faiblement de Cauchy. C'est-à-dire pour tout f dans le dual, f de xn est de Cauchy dans C. En particulier, puisque C est complet, elle converge. Elle converge vers... Alors, f de xn converge vers une limite. Puisqu'elle dépend de f, je vais l'appeler petit l de f. Quel que soit f de xn qui dépend de f va converger vers l de f. Rappelons le résultat suivant. Un corollaire du théorème de Banach-Steinhaus. Donc, je l'écrirai avec y au lieu de f pour ne pas confondre avec ce e qui est là. Donc, soit x un espace de Banach et y un espace vectoriel normé. Regardez les hypothèses. Seulement x est supposé de Banach, y normé. Soit Tn une suite d'opérateurs, si vous voulez, d'applications linéaires continues. L, avec ce L-là, c'est les applications linéaires continues. J'insiste là-dessus. On suppose que pour tout x, Tn de x converge vers une limite. Alors, une limite, évidemment, elle dépend de x. Donc, je l'appelle T de x. Alors, que nous dit le résultat? Entre autres, alors je ne m'intéresse pas à ces deux propriétés-là, qui sont conséquences de ces hypothèses, mais à celle-ci. Il dit que ce T que j'ai défini ainsi, la limite de Tn de x, ce T est un opérateur linéaire, c'est une application linéaire continue. Voilà ce qu'il nous dit. Théorème de Banach-Steinhaus, sous cette hypothèse, simplement. Je rappelle qu'il y a le théorème de Banach-Steinhaus initial, avec une indexation qui n'est pas dénombrable, mais avec une hypothèse. Les hypothèses ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est une conséquence de ce théorème initial. Bon, alors je vais appliquer ce théorème, mais ce qui va jouer le rôle de x, c'est E'. Et ce qui va jouer le rôle de y, c'est C. Donc je vais considérer des applications linéaires Tn, je vais l'appeler Gn.
Gn, c'est ce fameux G indice x de tout à l'heure, mais comme il dépend de n, parce que A au lieu de x, je mets Gxn. Donc nous avons vu dans la question numéro 1 que G de xn est un élément du bidual. Donc Gn est un élément du bidual, c'est-à-dire le dual de ce x. Donc c'était des applications linéaires de x vers c. Continue. Continue, on l'a vu. Alors Gn de phi, par définition, c'est Gxn de phi. Et Gxn de phi, par la définition de la question numéro 1, c'est phi de xn, quel que soit phi appartenant à prime. Voilà. Alors, Gn est un élément du bidual. Norme de Gn égale norme de xn, ceci ne va pas servir à quelque chose ici. Ça ne sert à rien, mais je le rappelle. On a d'autre part, pour tout phi appartenant à E', Gn de phi. Alors, ce qui joue le rôle de x dans ce théorème, c'est phi. Phi, un élément de grand X qui est E' ici. Donc, pour tout phi, Gn de phi converge vers L. Parce que c'est quoi Gn de phi? Gn de phi, c'est phi de xn. Et dans l'hypothèse de la question numéro 7, phi de xn est de Cauchy. Donc, elle converge parce qu'elle est dans C. Elle converge vers une limite inconnue qui dépend de phi, bien sûr. Je vais l'appeler L de phi, comme ici. Je vais l'appeler T de x. Alors, d'après le corollaire, puisqu'on a tous les ingrédients du théorème, ce L est un élément du bidual. Un élément du bidual. Or, E est réflexif. Donc, il va J, la fameuse application grand J, est surjective. Donc, ce petit L va avoir un antécédent. Il existe ce X. Il existe un X tel que petit L égale J de J de X. Ce qui veut dire L de phi égale J de X de phi, c'est-à-dire phi de X. Regardez ce que c'est que Gx de phi, ce que j'ai écrit en rouge, là, avec ce stylo. L de phi égale phi de X. Ainsi, on a limite de f de xn égale L de f. Et L de f, pourquoi? Voilà ce que j'ai dit. Parce qu'elle est de Cauchy, elle converge vers un élément qui dépendait, j'ai appelé L de f. Donc, ça, je recopie ceci. Limite de f de xn égale de f, et d'après la réflexivité, ce L de f est en fait un phi, un f de x pour tous les f de E'. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour tout de suite, xn. Pardon, pour la suite xn, nous avons f de xn converge vers f de x, quel que soit f dans E'. C'est bien ça, dire que xn converge faiblement vers x. Alors, j'ai terminé cette séance. Vous voyez qu'un exercice, quand on l'explique en détail, il prend beaucoup de temps. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais donner la solution de 2 exercices. Le premier exercice sur les opérateurs, bon, ça devient classique ceci. Hein, voilà. Je donne ces exercices pour les gens qui ne sont pas dans notre section de SMA de notre faculté, pour qu'ils puissent regarder et peut-être faire ces exercices, parce que je prends du temps pour donner la solution, pour l'écrire aussi, pour la regarder bien tous les détails, et à vous donc de pouvoir essayer de faire, parce que c'est toujours bien quand vous regardez la solution de quelque chose que vous avez essayé de faire. Deuxième exercice, le voici. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. C'est intéressant comme exercice parce qu'il vous donne un exemple d'espace qui n'est pas de Banach, c'est cet espace X avec la norme 1. Et puis un rappel sur norme comparable, norme équivalente, un corollaire du théorème de Banach, etc. pour conclure évidemment que cet espace avec cette norme n'est pas un Banach. Et puis voilà un opérateur linéaire défini ainsi. Et vous allez étudier la continuité de T dans ces 2 configurations, norme l'infini en espace
l'espace X au départ est arrivé et la même norme, on l'a fini. Et puis là, on change la norme et vous allez voir, vous allez trouver quelque chose. Merci de votre attention. Au revoir.